Sur la plage, même les noix de coco semblent être en or. Au cœur de la jungle mexicaine, un fief de privilégiés face au Pacifique. Ragazze, venite! Chaque matin, Luisa Rossi part en promenade à bord de son bateau. No, ma tesoro, una? Avec ses 3 filles, quelques amis et du personnel. Regardez les filles, les grottes! Depuis 14 ans, cette Italienne héritière d'un patrimoine immobilier passe toutes ses vacances ici. Wouhou, Isabella! Alors là, sur cette plage, en général, on va se promener, on va monter à cheval. C'est spectaculaire, on est seul sur cette plage, il n'y a personne. Les seules créatures dans les environs sont les dauphins. Les deux, elles sont en train de s'accoupler là. Et quelques grosses tortues marines. Pour ne rien gâcher, Aldo, me agarras mis aletas, por favor. le skipper à bord s'occupe de tout. Service 5 étoiles. Typical day in Carayes. La prima colera. Absolument. C'est ça, c'est ce privilège d'avoir les choses de base. Tu vois, comme une bonne bière fraîche, un peu de guacamole frais, dans un endroit parfait. Ça pour moi, c'est la définition du luxe. À Carayes, le luxe n'est peut-être pas tape à l'œil, mais il est omniprésent. Le long d'une réserve naturelle de 15 000 hectares, une centaine d'ultra fortunés se sont façonnés un paradis pour leurs vacances. Un monde à part, dont Bill Clinton ou encore les top modèles Heidi Klum ou Cindy Crawford sont des habitués. Ce sont les incroyables villas qui ont fait la réputation du lieu. Piscine à 360 degrés ou en forme de piste d'atterrissage sur 75 mètres de long. Quand elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, ces maisons se louent jusqu'à 11 000 € la nuit. Ultra sécurisées, clôturées et gardées 24 heures sur 24. Carayes n'est pas officiellement un village, mais il possède sa place centrale, ses boutiques et ses restaurants, ainsi que les plus grands terrains de polo du Mexique. À l'origine, ce domaine est l'utopie d'un homme, Gianfranco Brignone. En 1968, ce promoteur immobilier italien survole ces terres, alors totalement vierges. Sur un coup de tête, il achète 12 km de côte pour 2 millions d'euros. Brignone bâtit des palais après avoir demandé l'autorisation à la nature, à sa façon excentrique. Guerra, te pido permiso de chingarte, pero te prometto que vamos chingarte bien, porque te amamos de amor. Il vend ensuite plusieurs de ses maisons fantaisistes à la jet-set bohème du monde entier. Et même s'il n'a pas de réel pouvoir, depuis sa forteresse bleu cobalt, le patriarche s'est autoproclamé empereur de Carayes. Chaque matin, le souverain de 92 ans, aux goûts musicaux très français, inspecte son royaume. Pourquoi vous faites ce tour en voiture? Parce que c'est comme si j'avais votre enfant ou n'importe quoi, que vous ne voulez pas voir comment il va, moi je vais voir comment il va, voilà. Des enfants, Gianfranco en a 4, sur qui il peut compter pour prendre sa relève. À commencer par Filippo, qui après avoir travaillé dans la finance en Europe, s'est installé ici il y a 5 ans, dans ce donjon de 27 mètres à l'architecture mystique, surnommé le Tigre de la mer. Et ça, c'est pour monter au ciel ou pour les extraterrestres pour descendre. 1 Pour
En guise de bienvenue pour les éventuels extraterrestres, 2 bouteilles de tequila. Cette bâtisse bleue est la première villa à avoir été construite à Careyes. Et elle a dicté des règles bien précises pour l'ensemble du domaine. C'est Manuela, la fille de Gianfranco, architecte de profession, qui est en quelque sorte la gardienne du temple. Les bâtiments ne doivent pas compter plus de 2 étages. Aucune ligne droite, pas une seule vitre, et surtout des murs parfaitement intégrés dans le paysage. Quand tu t'assois ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu oublies totalement qu'il y a une terrasse devant et c'est un tableau infini, donc c'est cette ligne de l'horizon qui te suit dans ton regard et qui est un peu ce don que mon père a toujours dit, c'est un encadreur de la nature. Il trouve le point le plus beau et il fait en sorte que l'architecture mette en valeur le lieu dans lequel tu es. 45 ans plus tard, Manuela et son père continuent de construire de nouvelles maisons sur la côte de Careyes. Comme cette villa de 350 mètres carrés, vendue 2 millions d'euros il y a 1 an, avec piscine à débordement, et son petit nid en osier suspendu pour faire la sieste. Ces principes architecturaux en harmonie avec la nature, Chris Triboul les a parfaitement respectés. Cet industriel dans l'aéronautique, qui réside à Beverly Hills, s'est offert ce cocon il y a 18 ans. Quand j'ai fait construire la maison, mes enfants avaient 1 ou 2 ans. Alors j'ai dit à l'architecte, fais en sorte que la piscine longe le bord de la terrasse pour que mes enfants ne tombent pas de la falaise. Le sol en béton de la maison a été entièrement martelé à la main. Et chaque pièce a vue sur mer. Des règles d'architecture. Vous servez le repas? Merci. Mais aussi des rituels de convivialité. Ici, entre soi, on se reçoit. Une société à part, avec ses codes, parfois surréalistes. Pour acheter ici, il faut être adoubé par un comité animé par Filippo, le fils de l'empereur. Et remplir 27 critères, comme parler au moins 2 langues, avoir commis la plupart des 7 péchés capitaux, mais surtout être solvable. Tous ces gens propriétaires ici, est-ce qu'ils répondent aux 27 critères de votre père? Ils répondent plus ou moins à plus ou moins tout. Gary, le seul problème, c'est qu'il aurait peut-être sur lequel il répond pas, c'est sur les différentes langues. Il parle pas 2-3 langues, mais il commence. Mais Gary est pardonné, car c'est Gary Magness, un Américain dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, propriétaire du plus grand réseau de télécommunications des États-Unis. Et son fils porte un prénom tout trouvé. Salut voisin, je te présente mon fils, Cable. Ravi de te rencontrer. L'homme au chapeau, lui, est grec. Il a revendu le réseau informatique pour hôpitaux qu'il a inventé, 385 millions de dollars. C'est des aventuriers d'un côté, c'est des gens qui cherchent la simplicité de l'autre, c'est-à-dire qui vivent la nature, qui aiment la nature, qui sont tous très internationaux. Il y a 42 nationalités à Careyes, qui sont arrivés un peu de partout et qui sont des bons vivants. Des bons vivants qui ne se refusent rien. Chris, qui ne passe que 6 semaines par an ici, emploie 5 personnes à l'année, payées 800 $ par mois, 2 fois le salaire moyen au Mexique. Au menu, ragoût de chèvre, guacamole, purée de haricots rouges et piment mariné. Un festin. Allez.
sur des vagues encore. Dernier rituel immuable de la journée, et pas le plus désagréable, Écoutez, le coucher du soleil. une margarita, c'est une tradition ici. Tu vois, l'idée de toutes ces maisons, c'est que tu sens la main de l'homme. C'est toujours très organique. Mais par contre, si on ne se dépêche pas, on va rater le coucher de soleil. El tramonto non vi aspetta. Et on lui dit tous les jours, jusqu'à demain, hasta mañana. Louisa, 28 ans, est la petite amie de Filippo. Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cette vue? Oui, c'était le moment où il me draguait. Oui, c'était surtout ça. Dire au revoir à l'astre et le célébrer comme une divinité. L'empereur s'est offert une petite folie pour ses 80 printemps. La coupe du soleil. 27 mètres de diamètre. Une demi-sphère en ciment censée symboliser le sexe féminin, recevant le jet de lumière solaire. Une construction mégalomane, un peu comme en Égypte quand les pharaons se commandaient des pyramides. Pliez vos genoux, avancez sur l'avant de votre tapis et redressez-vous. Manuela et son frère Giorgio viennent y faire leur séance de yoga matinale. Moi, j'étais totalement contre. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument construire des choses alors qu'il y avait une crise économique dans le monde entier. Et en fait, il a construit des choses très très spéciales justement dans ces moments-là. Il a fait des choses qui finalement pourraient paraître inutiles ou invendables. Et en fait, finalement, c'est ça qui a fait l'endroit. Quand Coppola est venu une fois ici, il nous a dit « Ah mais moi j'aimerais bien faire un film avec la naissance d'un enfant dans la coupe ». À Careyes, les plus jeunes sont également priés de rendre hommage à la nature. Chaque année, un concours un peu particulier réunit les enfants. L'objectif, redonner vie à la nature morte en créant une œuvre d'art. On colle le petit scorpion dans le bateau? D'accord. Pour leur création, Vania, 8 ans, et Ariana, 6 ans, ne peuvent utiliser que des éléments naturels. C'est le règlement. Je crois que c'est la tête d'un poisson. Et on a d'autres animaux aussi. Comme un petit scorpion retrouvé mort dans leur salle à manger, mais aussi 2 crabes ramassés sur la plage. Maria Rosé, la mère d'Ariana, est architecte à Mexico. C'est l'heure de la remise des prix sur la place principale de Careyes. Parmi les œuvres, une danseuse tahitienne en bois flotté, un oiseau rêveur avec sa queue de brindille, une tortue tout en coquillage ou un dinosaure. Les enfants des villages voisins participent aussi. Leurs parents font partie des 1500 employés qui travaillent dans les villas. Allez, ça commence! Là encore, l'excentricité est de rigueur. Le navire! Le second prix est un poulet. Regardez sa tête! Il a l'air trop content! Ça te plaît? Premier prix! Et le premier prix? La régate des bateaux fantastiques. Un bébé lapin
immédiatement adoptée par Vania et Ariana, les grandes gagnantes. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Longtemps difficile d'accès, Sumba est une île oubliée, restée à l'écart du développement du reste de l'Indonésie. 2 fois plus grande que sa voisine Bali, c'est une des plus pauvres de l'archipel. Coupée du monde pendant des siècles, ses 680 000 habitants ont conservé un mode de vie très traditionnel qui pourrait bientôt être bouleversé par l'arrivée massive des touristes. Ce soir, Louisa l'Italienne et ses filles vont relâcher des bébés tortues. Une association ramasse les œufs pondus et les réenterre dans cet enclos protecteur. Lorsque les tortues naissent, elles sont comme emprisonnées dans le seau pour pouvoir ensuite les libérer soit le matin, soit le soir. Pour les protéger, parce que sinon elles sont mangées par les oiseaux, par les bêtes, les fourmis. Grâce à ce programme, depuis 34 ans, le nombre de petites tortues a été multiplié par 20 à Careyes. Ces bébés sont sortis de leur œuf il y a moins de 2 heures. Wouhou! Elle est partie quand même, là. Regarde la première! Les petites tortues ont 12 heures pour atteindre les premiers coraux. Pour les protéger davantage, la communauté de Careyes vient d'interdire toute construction à moins de 300 mètres de cette plage. Cheers et viva! Une manière aussi de garder ce paradis encore un peu plus longtemps confidentiel. S'il n'y avait pas eu de pandémie, Julie, 26 ans, vivrait toujours à Marseille. Je vous présente mon lieu de travail sur le Beach Club directement. On a une vue assez paradisiaque. Chargée de gestion dans une association médicale, elle devait y signer un CDI en octobre dernier. Mais tout a été annulé à cause du coronavirus. Elle est partie à l'aventure au Mexique et a décroché un emploi de directrice des ventes dans ce groupe américain de restauration de luxe. Hi Rossi, it's Julie from Gitano. Ah, bonjour Julie. Elle gère les réservations et incite les clients à rester après le dîner pour consommer pendant la soirée dansante. Yes, sure. So we have a special offer for you because you are having dinner with us. So the prices are a consumption of $100 per person. Ah oui, ça me va très bien. Great, thank you. Bye bye. En un coup de fil, Julie a vendu une table à 1 800 €. La Française gère aussi la plage privée, 80 € le transat ou 500 € pour ses huttes gypsy. En plus de son travail, Julie a gagné une qualité de vie incomparable. Alors ça, c'est notre petit spot secret. On a notre ami l'iguane qui nous tient compagnie aussi. On médite, on prend l'air, on regarde l'horizon, on regarde l'océan et c'est absolument merveilleux. Nous sommes sur la Riviera Maya, l'une des plus belles régions du Mexique. À Tulum, il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Paysage de carte postale, eau translucide, sable blanc et surtout l'impression que le coronavirus n'a jamais existé. Tulum et ses soirées débridées, ses fêtes clandestines et une ambiance hippie chic qui rappelle les débuts d'Ibiza. La station balnéaire attire des Français qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Tous rêvent d'un nouveau départ dans ce pays qui n'impose aucune restriction sanitaire à l'arrivée. Tulum, une planche de salut, mais pas forcément un Eldorado.
cela commence parfois par un confort spartiate. Florian, 25 ans, loge dans une auberge de jeunesse. Jusqu'en octobre dernier, il était barman près de la frontière franco-suisse. Moi, ça fait depuis le 15 décembre, mais là, j'ai trouvé un travail, du coup, je reste ici. Je voulais repartir en France, mais je peux pas travailler en France parce que je bosse dans la restauration. Il partage sa chambre avec un Colombien. Une chambre très basique, très classique. Et 2 Argentins. Un style de dortoir, mais un peu plus amélioré, on va dire, parce qu'on a la chance d'avoir un lit double. Salle de bain en commun. On a de la chance, on a de l'eau chaude. C'est très très simple, ça coûte pas cher ici. Donc, ça coûte combien ici la nuit? Ça coûte 180 pesos, c'est l'équivalent de 7-8 euros. Arrivé avec un visa touriste valable 6 mois, il a d'abord fait la fête et dépensé ses 2000 € d'économie. Ensuite, il fallait soit rentrer, soit chercher du travail. Il a déposé des CV et vient de se faire embaucher comme serveur dans un restaurant de plage en dehors de tout cadre légal. Je n'ai pas de permis de travail, j'ai pas fait la demande. À eux, ça les dérange pas. La vérité, c'est que j'aurai jamais de contrat, c'est aux blagues, quoi. Un travail au noir, rémunéré 350 € par mois, que Florian arrive à doubler avec les pourboires. Un salaire local équivalent à celui d'un barman mexicain, loin des 3000 € qu'il gagnait en France. Donc voilà mon petit restaurant où je mange très souvent les midis, qui font des bons prix en plus sur les tacos. Donc là, je vais en prendre 4, donc ça va me faire 30 pesos, ça va me faire 1,20 €. Et puis ça me remplit l'estomac, c'est bien, et puis c'est très très bon. Hola, ¿qué tal? Il n'y a plus de cochon grillé. Des pastors? Non. Ya no hay. Mais il reste celui au bœuf. ¿Es el mismo precio? Non, c'est plus cher. Aujourd'hui, son budget déjeuner est multiplié par 2. Et bon appétit. 2,40 €. Rico. Florian mène une vie de routard où chaque euro est compté. Mais il n'a aucune intention de rentrer en France. La nourriture avec les doigts, c'est la meilleure. Avec son budget serré, 10 € par jour, il espère trouver un logement avec plus d'intimité. Mais à Touloum, les loyers flambent. Florian a trouvé une annonce pour une chambre à louer à l'écart du centre-ville, loin des quartiers touristiques. No sé si yo soy al lado de la buena ubicación. Tu vois la peinture sur le mur? Si. Aquí, ici. Hola, ¿qué tal? Bonjour, ça va? Si. Cette mère de famille a aménagé une chambre de sa maison qu'elle loue habituellement à des touristes. Écoute, pour une personne, ça va? Avant, on l'a loué à la nuit, mais je n'ai plus le temps de m'en occuper. Ah si, si. Alors si ça te va, je te la loue 300 € par mois, si c'est pour une longue durée. Me parece un poco caro para mí, 6.000, la verdad, porque yo trabajo aquí y no me pagan mucho. No necesita un depósito. Il faut payer 3 mois de loyer d'avance. C'est la seule chose que je te demande. Okay. Si, normal. Comprendez, si. 3 mois de loyer d'avance, cela fait 900 €, hors budget pour Florian. La clim, le frigo et la télé, ça ne sera donc pas pour tout de suite. Un petit salaire, un logement sommaire. Pourtant, Florian s'estime heureux. Je vais continuer à vivre au jour le jour, sans me poser de questions. Aller travailler, vivre ma vie comme en France, mais avec la plage et avec tout ce qu'on n'a pas en France. Comme lui, des centaines d'étrangers seraient rémunérés de la main à la main, sans contrat. S'il y avait des contrôles, ce serait l'expulsion des travailleurs clandestins et la fermeture de l'établissement. Mais ici, les autorités ferment les yeux. Car l'essentiel, c'est de préserver le tourisme coûte que coûte. Avec plus de 200 000 morts, le Mexique est l'un des pays les plus endeuillés au monde. Le masque est obligatoire, mais seuls les Mexicains sont verbalisés. Les touristes ne le portent pas. Beaucoup contractent le virus en arrivant.
une population jeune qui développe rarement une forme grave. À Touloum, 40 000 habitants, il y a plus de 400 bars, discothèques et restaurants. C'est l'univers dans lequel navigue Julie. Elle aussi a eu la Covid un mois après son arrivée, avec juste un peu de fièvre. Le soir, dans l'établissement qu'il emploie, elle assure les relations publiques avec la clientèle, essentiellement américaine. Hello! Super, incroyable! On s'amuse beaucoup! Amazing! Enjoy your night, girls! Anything you need, I'm here to help you. Julie leur a vendu un package, un menu à 150 € par personne pour des tapas fait maison, 100 € de plus pour des cocktails à profusion et surtout une ambiance boîte de nuit où tout est permis. Ouais, là, on se sent bien là. Comme la ville avant le Covid, la liberté, la fête. Tout va bien. Mélissa, la patronne, se félicite de sa nouvelle recrue. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Julie. Comme elle vient de France, c'est plus classe que d'embaucher un local. Ça donne de la plus-value à notre business. Après 2 mois d'essai, Julie vient enfin de signer un vrai contrat de travail à 1 800 € net par mois, 6 fois le salaire moyen au Mexique. Elle a pu emménager dans cette pension tenue par une famille maya. Hola! Bonjour! Bien, merci. Donc ça, c'est Mariana et Esther qui s'occupent de notre petite maison. Qui sont là, qui prennent soin de nous et qui sont adorables. En colocation pendant 2 mois, elle a désormais les moyens de vivre seule. Alors moi, j'habite ici. El Rey de Oros, le roi d'or. Donc ça, c'est ma petite maison. C'est assez simple, c'est confortable. Pour ses 20 mètres carrés, elle paye 700 € par mois, presque la moitié de son salaire. La Française est tombée amoureuse du Mexique en 2014, lors d'un échange étudiant pour son école de commerce internationale. Le jour de ma remise des diplômes dans mon université du Mexique. Lorsqu'elle s'est retrouvée sans travail à Marseille, revenir au Mexique s'est imposé comme une évidence. Ah, il y a mon père qui m'appelle. Allô? Allô? Coucou. Ça va et toi? Ouais. T'es à la maison? Bah ouais, je viens d'arriver, il faut que je reparte. Pourquoi tu dois repartir? Couvre-feu? Aïe. Eh oui, c'est assez compliqué. On n'est pas à Toulouse, nous. Ceci dit, Julie, j'ai bien regardé les restrictions qu'il y a en ce moment à partir de la France pour sortir de l'Europe. C'est juste pas possible parce qu'il faut un motif sérieux et aller voir juste sa fille, ça suffit pas. Il faut que tu sois malade, ce que je te souhaite pas. C'est compliqué. Bah, à très vite. À très vite. Gros bisous. Ouais, nous aussi, on t'embrasse. Bisous, ciao. Ouais, il me manque quand même. Passer plus de 6 mois loin de ma famille, quand même, c'est pas ce qui me... Ça me plaît pas vraiment. J'ai hâte de leur faire découvrir mon petit monde ici aussi. Son petit monde, elle n'en profite qu'1 jour par semaine. Car comme tous les salariés du tourisme, elle travaille 6 jours sur 7. On se sent seul au monde, au paradis. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. La Riviera Maya et ses paysages à couper le souffle. On vient à Touloum pour cela, mais aussi pour la promesse de nuits endiablées dont sont sevrés les fêtards du monde entier. Florian, alias DJ Richie Loda, est versaillais. Hola Adriana. Il jouait dans des clubs, à Paris ou Genève, pour des cachets de 500 à 1500 €. La pandémie a stoppé net sa carrière. Touloum est pour lui une bouée de sauvetage. On hésitait entre Dubaï et Touloum, parce que c'était les destinations qui apparemment étaient assez prisées en ces temps de confinement. Donc voilà, on avait des amis qui étaient à Touloum et qui nous ont dit vraiment c'est ici qu'il faut venir.
Florian a trouvé un appartement dans les quartiers populaires. Faut qu'on installe le matos en plus et tout. Il partage le loyer 600 € par mois avec une amie espagnole, Jessica, agent de DJ. À la base, c'était assez cher et puis finalement, on a négocié. Et puis, comme on reste assez longtemps, au final, on paye pas grand-chose. Pour l'instant, il vivote en jouant de temps en temps dans ce bar au coucher du soleil. Mais il rêve d'intégrer le circuit des fêtes clandestines de Touloum. Celles qui prennent le relais des discothèques qui, en ces temps de Covid, ferment à 1 h du matin. Cette nuit, pour la première fois, Jessica a réussi à le programmer à la Full Moon, dont l'adresse est tenue secrète jusqu'au dernier moment. La localisation vient d'être dévoilée, donc là, on y va. Les organisateurs veulent absolument éviter de dévoiler la localisation de manière précoce parce que le but, c'est d'éviter que la police trouve l'endroit, en fait. Une demi-heure de route, et tout à coup... C'est les navettes ? Des navettes de la soirée, stoppées au bord de la route. Jessica part aux nouvelles. J'ai entendu police. L'accès à la soirée serait bloqué par la police. Cet homme à droite, qui ferait partie de l'organisation, aurait obtenu la levée du barrage, contre une enveloppe. Je l'ai déjà remise en main propre à 2 patrouilles. Faut pas qu'on se les mette à dos. Ils savent où nous sommes et ils risquent de nous arrêter quand on arrivera là-bas. D'après nos informations, les organisateurs auraient versé ce soir-là environ 4 000 € aux policiers pour qu'ils ferment les yeux. Hola, buenas noches. Sí, soy DJ. Lumière. Et ta lumière. Il faut encore rouler 500 mètres. Ah ouais, c'est... Apparemment, il y a un petit peu de monde, ouais. On va voir comment ça se passe. La fête clandestine se déroule devant un hôtel désaffecté au milieu de la jungle. Florian est censé jouer à 1 h, mais impossible de trouver l'organisateur. C'est Cyrus, un DJ suisse, qui lui annonce l'ordre de passage. Alors eux, ils font un B2B jusqu'à 2h30. À 2h30, moi je pense jusqu'à 4h. À 2h30 ? Ouais. Et moi je suis jusqu'à 4h. Et après 4h, je sais pas si... Wow. Déception pour le Français, qui doit patienter 3 heures s'il veut mixer. Donc soit on décide d'attendre jusqu'à 4h, soit on n'attend pas. Voilà. Mais il attendra. Des dizaines de DJ à Touloum aimeraient être à sa place. Sur le dance floor, des tuffers venus d'Argentine, de France ou des États-Unis. Ils sont maintenant 300. Chacun a payé 50 €, un prix inaccessible pour la jeunesse locale. Cracheurs de feu, 3 bars et même un carré VIP à 2500 € la table, avec chicha offerte par la maison. Moi j'habite à Paris, donc je sais ce qui se passe. On est complètement confinés, complètement privé de notre liberté, complètement privé de tout. Et moi ça me tue, ça me déprime. 4 h du matin, Florian prend enfin les platines. Une joie de courte durée. Après 20 minutes, la musique s'arrête. Je suis désolé. Il y a la police. La police vient de débarquer. Nous allons saisir votre matériel. Vous éteignez tout, on va tout prendre. Débranchez tout. Non, vous reposez ça. La fête est finie. Pas d'arrestation, mais d'après nos sources, les organisateurs n'auraient pas versé assez d'argent pour que la soirée aille jusqu'au petit matin. Et pour récupérer le matériel saisi, il faudra encore verser 1 000 €. Allez, c'est parti.
Florian n'a pas pu aller au bout de son set. Il ne touchera que la moitié des 400 € promis. Mais désormais, DJ Richie Loda est dans le circuit. Se faire une place au soleil, c'est l'obsession de beaucoup de ces Français qui sont venus chercher un travail ici. Alors que les fêtards vont se coucher, Anthony entame sa journée avec Guillaume, son colocataire. Donc ça, c'est la plage publique de Touloum. Il y a deux plages, la plage privée où il y a tous les hôtels, les beach clubs, etc. Ici, c'est la plage publique. Et on voit, il y a beaucoup plus de monde, de vie. Et c'est la seule qui est accessible sans devoir payer ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, et puis je trouve que c'est une des plus agréables aussi à mes yeux. C'est parti pour 30 minutes de jogging au milieu des adeptes de méditation, de yoga ou de gonflette. Et à la fin, pour Anthony, le seul bain de mer de la journée. Ah bah si je suis venu ici, c'est aussi pas pour le vacances non plus, c'est parce que j'avais besoin de travail et j'en ai trouvé. Donc aujourd'hui, j'essaie de me concentrer aussi sur l'aspect professionnel ici. En seulement 4 mois, ce Français de 24 ans a connu une fulgurante réussite professionnelle. En France, il travaillait dans l'événementiel, un secteur sinistré avec la pandémie. En octobre dernier, alors qu'il est au chômage, des relations lui proposent de venir au Mexique pour les aider à monter cette boulangerie. Ça s'appelle La Baguette, pour garder le cliché français un peu en vie. Donc voilà, ici on retrouve exactement les mêmes produits qu'en France, dans une boulangerie classique, hein. Pain en raisin, des croissants d'amandes, croissants, pain au chocolat. On a du vrai pain. Et je vous assure, en tant que Français, la qualité elle est vraiment là, c'est du vrai pain français. C'est très très agréable. C'est ici qu'un promoteur immobilier français a planté dans le pays le repère, séduit par le dynamisme de ce jeune polyglotte. Anthony travaille désormais à 20 mètres de la boulangerie dans cette agence immobilière. Tal, ça va bien ? 7 jours sur 7, il vend des appartements sur plan dans des résidences touristiques. Vous m'entendez ? Et non, ça marche pas comme d'habitude. Vous m'entendez ou pas ? Sa clientèle est à 80% française. Mais à cause de la situation sanitaire, tout se fait par visioconférence. Nous, on était parti sur le studio, comme je te disais l'autre jour. D'accord. Donc au dernier étage, il ne nous reste plus de studio. Donc là, ce serait plutôt le deuxième étage. Deuxième étage, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 qui sont disponibles. Là, t'es sur le deuxième étage. Hein. On est sur le deuxième étage, ils sont juste ici, là. Ouais. Bon, du coup, on part sur ça ? Ok. Bon, ben on valide le A210. Ça marche. Ciao. Non, merci. Bonne fin de journée. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Donc c'est un studio qui fait 45 mètres carrés. Normalement, le prix de base, il est à 139 000 $. Et vu qu'ils achètent en prévente, qu'ils font des apports, ça descend à 122 000 $. En euros, ça fait 100 000 €. 100 000 €. Ouais, pour 45 mètres carrés dans la jungle, à 800 mètres de la plage. Anthony est arrivé il y a moins d'une demi-heure et il a déjà vendu un appartement. Là, on est à, moi je dirais, 2 ou 3 appartements par jour. Mais là, si vous regardez sur le tableau, tout ça, c'est les ventes que j'ai en cours en ce moment, juste moi tout seul. Tout ça, c'est ce que j'ai vendu là en 3 semaines. En 3 semaines ? Ouais. Ça fait combien d'appartements ? Là, on est à 35. Pour chaque appartement, il touche une commission qui correspond à 1% du prix de vente. J'ai plus de place, moi, du coup. Le mois dernier, Anthony a gagné environ 15 000 €. Ou visite d'appartements avec de riches Mexicains, dans la première résidence fraîchement sortie de terre. La journée se termine par une visite de chantier avec Christopher, un investisseur français qui parcourt le monde à la recherche de bonnes affaires. Forcément, on prend de l'avance, on a 3 mois d'avance sur le chantier, c'est génial. La construction de cette nouvelle résidence, 104 appartements en pleine jungle, devrait être achevée en mai 2022. Donc tu vois là, il y a les studios qui commencent à être finis et ton loft est juste ici. Un loft de 67 mètres carrés que Christopher a prévu de mettre en location saisonnière. On va expliquer. Un appartement comme ça, il m'a coûté, de mémoire, je crois que c'est quasiment 120 000 €. Parce qu'il y a une réduction en achetant sur plan. Et il va me dégager à peu près 10-12 000 € par an net. Donc ça fait à peu près 10%. Donc en France, les taux de rendement moyens, ils sont à peu près à 4%. Depuis un an, la crise de la Covid a fait découvrir cette région du Mexique à tous ceux qui voulaient s'échapper des confinements à répétition. Mais le développement immobilier qui s'accélère
grignotent petit à petit la jungle et les paysages idylliques de la Riviera Maya. Une nature préservée, du soleil et pas de stress. C'est ce que Gaëtan était venu chercher ici. Son exil mexicain, le rêve de sa vie. On dépêche, il faut rentrer à la maison. Avec toutes ses économies, cet Auvergnat a acheté il y a 4 ans cette maison, 400 000 €. Il s'est installé avec sa femme Odili, mexicaine, et leurs 2 garçons. Jusqu'à présent, le couple vivait sans travailler grâce aux revenus de sa boîte de nuit française. Ça, donc, c'est l'ouverture de notre établissement à Aurillac, dans le Cantal, le Zinzin. C'était celui qui générait donc l'argent qui nous permettait de vivre ici tranquillement, on va dire. Des dividendes qui lui rapportaient 3 000 € par mois jusqu'au premier confinement. Quand la nouvelle est tombée qu'il fallait qu'on ferme l'établissement, je me suis dit bon, ça va être l'histoire de 2 semaines, 1 mois, le temps qu'on trouve des solutions. Et en fait, non, quoi. Pendant 20 ans, Gaëtan et Odili ont travaillé comme des forcenés dans la restauration, ouvrant tour à tour 5 bars et restaurants à Paris, afin de financer leur projet de Dolce Vita mexicaine. Ça, c'est la première affaire. Celle qui avait à côté de Sciences Po. C'est devenu un magasin de pompe, ça n'existe plus. Désormais privé de revenus, Gaëtan doit se retrousser les manches. Il a décidé d'ouvrir une rôtisserie au nom bien français, Chez Papa. Alors chez, ils vont dire chez papa, mais donc ils savent pas trop dire, ils savent pas trop ce que ça veut dire chez, mais papa, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il a choisi de mettre le restaurant au nom de sa femme. Je pense que después tenemos que ponerlo arriba del techo. Car pour un étranger, ouvrir son propre établissement implique des mois de tracasseries administratives. Pour cette première soirée, le Français attend une 40aine d'invités. Et c'est lui qui sera au fourneau. J'ai été souvent patron d'établissement, donc du coup j'avais un chef de cuisine que je dirigeais et qui dirigeait lui-même sa cuisine, et là c'est une grande première. On commence à avoir la pression. Et voilà, 2 jolis petits gigots qui viennent direct du Rancho del Tigre, là, ficelés par Vivien, et donc du coup maintenant c'est l'heure de la marinade. Voilà, un petit massage. Ce soir, il est aidé par Vivien, un charcutier français installé à Cancun, à 1 heure de route, qui sera l'un de ses fournisseurs. C'est trop. Parmi les clients, des amis d'amis, français, américains, mais aussi mexicains. Pour les séduire, Gaëtan a demandé à Vivien, originaire de Sarreguemines, de lui apporter sa spécialité. Un pâté lorrain. Le pâté lorrain, made in Cancun. Ce classique de la gastronomie française, du filet mignon dans de la pâte feuilletée, est bien loin des standards de la cuisine mexicaine pimentée. C'est très bon. C'est fumé avec des herbes. Ça ressemble à un strudel farci à la viande. C'est pas piquant du tout, c'est même presque sucré. Pour se démarquer de la concurrence, Gaëtan propose des produits qu'on ne trouve dans aucune autre rôtisserie de la région, comme les merguez de Vivien. C'est délicieux, délicieux. Quant au gigot, on est presque un peu trop cuit, mais ça va, hein, on est bien quand même. Un premier test plutôt réussi, pour des plats qui seront vendus 30% plus cher que dans une rôtisserie mexicaine. À terme, j'espère pouvoir trouver un cuistot pour pouvoir moi me libérer, parce que là, faire 12-13 heures d'affilée, ça va être un peu compliqué. Surtout après 5 ans de repos, il faut que j'y aille doucement quand même. Gaëtan n'a aucun espoir de voir sa boîte de nuit française rouvrir dans les prochains mois. Il sait que désormais, son avenir passe obligatoirement par le succès de cette rôtisserie s'il veut prolonger son aventure mexicaine. Depuis 14 ans, Stéphane, un Français originaire du Val d'Oise, dirige un club de plongée à Playa del Carmen, au Mexique.
De novembre à mars, tous les jours, il accueille des touristes du monde entier en quête de sensations fortes. Comme Céline, 44 ans, arrivée la veille de Lausanne. Moi j'adore les requins, donc à la base j'ai plongé en Égypte, j'ai plongé aux Maldives, donc j'ai l'habitude de voir des requins, donc j'adore ça, moi des gros trucs comme ça, je trouve ça tellement impressionnant que ouais, j'adore quoi. Si vous êtes prêts, on va aller au briefing. Les plongeurs ont signé une décharge qui dégage le club de toute responsabilité. Et pour minimiser les risques, ils doivent respecter un protocole de sécurité. Si vous avez appareil photo ou autre, pas les bras tendus, pas la GoPro en face, toujours les bras à proximité du corps, pas de flash, pas de lumière. Il ne faut pas oublier que nous, on est invités, c'est nous qui allons les voir. C'est leur milieu, nous on est là qu'invités en fait. Ici, pas besoin d'aller bien loin pour s'offrir le grand frisson. Les squales rôdent à seulement 200 mètres des côtes. Le Yucatan, l'un des meilleurs spots au monde pour les observer. Dans cette partie de la mer des Caraïbes, une vingtaine d'espèces de requins. Certains, en voie d'extinction, sont protégés, comme le requin-baleine, totalement inoffensif. Il peut mesurer jusqu'à 17 mètres de long. On croise aussi le requin-marteau ou l'énorme tigre, reconnaissable à sa peau zébrée. Et surtout, celui qui, avec le grand blanc, est le plus redouté de la planète, le requin bulldog. C'est ce requin qui a fait la une de l'actualité en France lorsqu'il a été impliqué dans la plupart des 11 attaques mortelles contre des surfeurs sur l'île de la Réunion. C'est pour plonger aux côtés de cette terreur des mers que Céline, la Suissesse, a parcouru 8000 km. J'espère qu'on va en voir beaucoup surtout. Et peut-être des petits, il paraît qu'il y a un ou deux petits des fois, donc si on voit des petits, c'est joli aussi. L'expérience coûte 75 € par personne. Seuls les plongeurs aguerris peuvent s'inscrire. Après 25 mètres de descente, sur le sable blanc, apparaît un premier squale. Stéphane propose à la palanquée de suivre ce requin, car selon lui, les plongeurs ne courent aucun risque. Pas de signe d'agressivité de la part de ce poisson majestueux qui mesure entre 2 et 3 mètres. De nature timide, le bulldog ne s'attaque pas aux plongeurs dans ces eaux claires à la visibilité excellente. Le squale ne les confond pas avec son menu habituel, une tortue ou un autre poisson. Ils sont désormais plusieurs à entourer les plongeurs. Uniquement des femelles qui, chaque année pendant 4 mois, viennent sur ces côtes poissonneuses mettre au monde leurs petits dans les mangroves voisines. Alors comment c'était? Génial. Ah, ils ont passé tout près quoi. Il y en avait plusieurs, je sais pas combien il y en avait 4 en tout cas. Et il y en a qui ont passé vraiment tout près de nous. Ils venaient, ils repartaient, c'était génial. Excellent. Mission accomplie pour Stéphane le Français, qui en 14 ans d'activité n'a jamais eu à déplorer le moindre accident. C'est notre rôle à nous, c'est de montrer qu'en fait c'est un poisson comme un autre. Bien sûr qu'il y a des attaques, mais il ne faut pas en avoir peur plus que ça. Dans cette station balnéaire, on a construit tout un business autour des requins. En ville, pas moins de 80 clubs proposent ce type de plongée. Une activité qui génère chaque année 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si Playa del Carmen est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de squale, c'est un peu grâce à cet homme, Jorge Loria, alias Chino, 52 ans. Ce natif de Playa est passionné de plongée depuis sa plus tendre enfance. C'est moi, regardez mon masque. Ma première plongée, j'avais 8 ans. Mon père était prof de plongée. Ça, c'est ce qui m'effrayait.
Je voyais ces requins morts, sortis de l'eau. Ma mère me disait, n'y va pas, il y a des requins. Mais quand j'en ai vu un sous l'eau, il était tellement beau que je suis tombé tout de suite amoureux des requins. En 1995, Chino ouvre son propre club et il est le premier à proposer aux touristes d'aller plonger avec les requins bulldogs. Pour être sûr d'en croiser à chaque fois, il décide d'emmener un seau rempli de poissons pour les attirer. Quand on a commencé à faire ça, on ne savait pas du tout comment faire. On a tout appris sur le tas. Regardez comment c'était. Le seau était ouvert. Il y avait du sang partout. C'était dangereux. Enfin, tout ça, on l'a appris petit à petit. Année après année, Chino apprend comment se comporter face aux squales. Il teste ses limites, quitte à se faire quelques frayeurs. Un apprentissage qui a laissé des traces. On voit presque plus rien. C'était en 2009, il y a 12 ans. Regardez comme j'étais jeune. À force d'erreurs, comme ici, où le requin manque de lui arracher un pied, Chino a mis au point une plongée qu'il prétend sans risque pour ses clients. La plongée feeding, en français nourrissage. Une pratique controversée, accusée de perturber les habitudes alimentaires des requins, car ces prédateurs sont ici nourris comme des animaux domestiques. C'est dans un caisson hermétique que David, l'un des assistants de Chino, enfourne les morceaux de poisson. Ça s'appelle de la bonite. C'est de la famille du thon. C'est bien rouge, il y a beaucoup de sang. Les requins bulldogs ne mangent pas n'importe quoi. On leur a déjà donné de la dorade ou du mérou, mais ils n'aiment pas et ils recrachent. Chaque plongée nécessite 10 kilos de poisson. Il y en a trop, faut que ça décongèle. Chino sort 2 fois par jour, 7 jours sur 7 pendant la saison. Allez, Chiquito, envoie la sauce. Dans son bateau, jusqu'à 12 plongeurs. Prix du grand frisson, 150 € par personne. Tout le monde a ses bottes? Chino a plus de 2000 sorties au compteur. Et pour éviter les blessures, il a trouvé une parade, une combinaison en cotte de maille. C'est en acier inoxydable. Ça nous protège si le requin nous mord. La dent du requin ne pourra pas traverser. Vous sentez juste la pression, mais sans blessure. C'est quoi la principale qualité d'un nourrisseur? Déjà, il faut être un très bon plongeur, avec beaucoup d'expérience. Et il faut avoir déjà plongé avec ces requins, au minimum 200 fois. Et surtout, il faut une bonne grosse paire. Avec lui, 2 autres plongeurs en cotte de maille qui vont assurer la sécurité des clients du jour. Des Mexicains et des Argentins. Chino plonge le premier vers une zone aménagée à 20 mètres de fond. Il retire ses palmes pour avoir de meilleurs appuis sur le sol. Une fois en place, il entrouvre la boîte hermétique pour que le sang des bonites attire les requins. En moins d'1 minute, il est cerné par 4 bulldogs, excités par l'odeur des poissons. En les nourrissant, il accapare leur attention afin que ses clients puissent maintenant descendre en toute sécurité. 1, 2, 3.
Pour éviter un accident, ils doivent rester groupés, aller se positionner le long d'une corde et s'y accrocher pour éviter de dériver avec le courant. Tout est en place. Le spectacle peut commencer. Parfois, les requins frôlent les spectateurs, mais les ignorent totalement. Soudain, une plongeuse lève sa caméra et son bras au-dessus du groupe. Un geste en apparence anodin, mais qui ici représente un gros risque. Les requins en pleine frénésie pourraient confondre l'appareil avec un morceau de poisson et arracher le bras de la plongeuse. Chino interrompt le show et vient faire un rappel à l'ordre, car à la moindre morsure, les autorités locales pourraient mettre fin à cette activité. Au bout de 30 minutes, il n'y a plus de poissons. Le spectacle est terminé. Merveilleux. Incroyable. Ces animaux, supposés être si dangereux, et en fait ils sont... C'est un peu comme des toutous. Si vous les respectez, ils vous respectent. Retour au centre de plongée. Chino se défend d'exploiter ces animaux pour le simple plaisir de touristes en mal de sensations fortes. J'entends ça tout le temps, des gens qui critiquent. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais grâce à cette pratique, on peut faire plein de choses, comme des études. C'est rare de pouvoir les étudier quand ils sont en vie. D'habitude, on les étudie une fois morts. Et là, on a l'opportunité d'apprendre des choses sur eux, sans les tuer. Il participe activement à un programme de marquage, des balises GPS qu'il insère sous la peau des squales. Ces opérations, appelées tagages, ont lieu pendant les sorties avec les clients. Je pense que oui, ça doit leur faire mal. Une petite douleur, mais cela va nous donner des informations importantes pour leur protection. En 5 ans, il a tagué 40 requins. Ces sondes lèveront peut-être le mystère sur la vie de ces squales. On ne sait pas encore, par exemple, comment font ces femelles pour tenir les mâles à l'écart afin qu'ils ne mangent pas les bébés. Ni où elles vont avant et après leur passage à Playa del Carmen. Jaime González, biologiste marin, travaille pour les parcs nationaux de la région de Cancún. C'est lui qui collecte et analyse les informations délivrées par les balises GPS des requins tagués par Chino. On a reçu un signal d'une de nos femelles qui nous a indiqué sa présence en Caroline du Nord, avant qu'elle revienne de nouveau à Playa. On a ainsi réalisé que leur zone de déplacement était beaucoup plus large que tout ce qu'on avait imaginé. Un voyage de 4000 km aller-retour. Des balises comme celle-ci sont installées tout au long des côtes mexicaines et américaines. Elles alertent les scientifiques sur les déplacements des requins. Mais le principal combat de Jaime, c'est d'imposer la protection des requins dans un univers où cela ne va pas de soi. Dans le Yucatan, 50 pêcheurs possèdent un permis pour les chasser, notamment le bulldog, qui n'est pas une espèce protégée. Ils en tuent plus de 2000 chaque année et revendent leur viande, leurs dents et leurs ailerons qui finissent en soupe sur le marché asiatique. À Playa del Carmen, un seul pêcheur possède ce permis. Depuis des années, il pose sur les réseaux sociaux avec ses trophées et se vante de tuer jusqu'à 10 requins bulldogs
en une seule nuit. Donc avec lui, on a dû trouver un arrangement. Les clubs de plongée de la ville le dédommagent pour ne pas qu'il continue à pêcher le requin bulldog. On lui paye le manque à gagner et on maintient les requins en vie. Les associations de défense des requins estiment que ce tourisme fait vivre 600 personnes à Playa del Carmen. Messieurs, dames, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais pour éviter un développement anarchique de l'activité, il a fallu réguler. Seuls 8 des 80 clubs de plongée de la ville ont le droit de nourrir les requins. Et ce, à un seul endroit, seulement 2 fois par jour. Pour ne pas risquer de sédentariser les requins bulldogs et ne pas perturber leur migration. Les médias mexicains l'ont baptisé le roi des agrumes. Carlos Couturier est le premier producteur d'oranges du pays, de pamplemousse, de citron vert. Il s'apprête à s'envoler vers son royaume, à bord de son avion privé. On se prépare pour partir à San Rafael Veracruz, une ancienne colonie française à Mexico, tout près du golfe du Mexique. Bon, venez. Carlos maîtrise impeccablement la langue de Molière, avec juste une pointe d'accent chantant. Car il est l'héritier d'une famille qui a quitté les Alpes françaises pour faire fortune au Mexique, il y a près de 130 ans. J'aime beaucoup la culture française. C'est vrai que ma vie s'est faite au Mexique, entre Mexico et ici à San Rafael. Et puis l'été en France. Le franco-mexicain ne révèle pas le montant exact de son immense patrimoine, mais il reconnaît qu'il est multimillionnaire. Après 45 minutes de vol, ces 5000 hectares de vergers sont en vue, l'équivalent de la moitié de Paris. L'arrière-grand-père de Carlos a planté ses premières pousses de vanille à la fin du 19e siècle. Puis le grand-père a investi dans la banane, avant que le père de Carlos ne se lance dans les agrumes. Carlos a grandi sous ce climat tropical, bien différent de celui des versants enneigés que ses ancêtres ont quittés. On s'amusait beaucoup quand on était petit. On escaladait les arbres, à la chasse, on pêchait. On était libre, c'était bien. Des souvenirs de famille qu'il conserve aussi dans sa maison natale, au cœur du domaine. Ben Pierre, ben, ya, Pierre. Le chien de Carlos a un prénom français. Pierre. Et un caractère un peu rebelle. Même pas. Alors là, c'est le mur de la famille. Donc ça, en quête d'un Eldorado au Mexique, Théophile, l'arrière-grand-père de Carlos, est arrivé en 1890, à 20 ans, avec sa sœur et ses 2 frères. La sœur de Théophile est vite décédée de la fièvre jaune. Les premiers pas dans ce pays inconnu ont été difficiles. Mon grand-père, mon père, ma mère. On laisse la famille, la moitié de la famille en France, ils sont partis. C'était une histoire de sacrifices et puis une histoire des progrès, travail. Mais surtout une histoire des bonheurs. Bonheur, sens de l'aventure et génie d'entreprendre. Comme les ancêtres de Carlos, près de 4000 migrants français sont arrivés au Mexique à la fin du 19e siècle. La plupart venaient d'une vallée des Alpes de Haute-Provence, Barcelonnette. Ils étaient chiffonniers, colporteurs, et fuyaient la disette, la rudesse des alpages. Leurs descendants sont près de 60 000 aujourd'hui. On les appelle au Mexique Los Barcelonettes. Et leurs traces se retrouvent jusque sur les enseignes des magasins. Clin d'œil au goût de revanche,
c'est désormais vers l'autre côté de l'Atlantique que Carlos fait voyager ses citrons. Comment va la qualité? C'est bien, ça va. Va llegar bien allá ou non? Ils seront parfaits à l'arrivée. 250 millions de citrons verts chaque année pour 35 millions d'euros de vente. L'entreprise, au nom bien français, est le plus gros exportateur d'agrumes du Mexique. Si vous achetez un citron vert en France, la possibilité que ce soit notre citron vert, c'est entre 15 et 20%. Carlos est fier de réserver les fleurons de sa production au pays de ses aïeux. Là, c'est des palettes qui partent par avion pour Paris, avec les tracteurs, mon père, comme si c'était des chocolats. Arrivés sans le sou, les Barcelonettes ont édifié d'incroyables fortunes et bâti de somptueuses demeures de style colonial, comme cette hacienda à 3 heures de route au nord de Mexico. Beaucoup ont fait fortune dans le textile, car ces aventuriers sont arrivés sans capitaux, mais avec un savoir-faire dans le filage et le commerce de la soie. Moi, je m'appelle Juanita. Tráeme un poco de agua de Jamaïque. À la table du petit déjeuner, Christian, 48 ans. L'un des 3 fils de Robert, 92 ans. Antiquité, argenterie et personnel de maison. Oye, para los próximos días consigue un poco de naranjas, ¿no? Oui, on va s'en occuper. Le petit palais de la famille Martel a comme un parfum de vieille France. À tout à l'heure, papa. La bâtisse est restée dans son jus depuis 1924. Juste petit détail avant d'y aller. Avec tout de même des concessions à la modernité, comme cette audace technologique. On ouvre pour que ça donne de la lumière. C'est plus agréable. Et voilà, puis ce soir vers 18 h, on fermera. Christian a grandi ici, mais fait ses études en France. Banquier, il partage son temps entre le Luxembourg et le Mexique, où il est actionnaire de l'entreprise familiale à 30%. Ses 2 frères et lui ont hérité de cette manufacture textile dans la famille depuis 1924. Marius, leur arrière-grand-père, était arrivé au Mexique à 16 ans pour se lancer dans le négoce. Il y a un siècle, 2000 ouvriers tissaient du coton, du tissu en gros, sur les chaînes des Martel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 172 employés. Pour s'adapter aux changements économiques, la famille s'est spécialisée dans la laine haut de gamme, pour les plus grandes marques de prêt-à-porter de luxe. C'est une toile d'été qui a cette particularité. No se arruga. Muy bien. Christian vient inspecter la production 4 fois par an auprès de Julian, son directeur général. On vend ce genre de tissu à Tommy Hilfiger ou à Givenchy. On travaille sur 2 collections par an en s'inspirant des Fashion Week de New York et de Paris. Le textile rapporte 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais ce n'est pas la seule source de revenus de la famille. Christian n'est pas uniquement propriétaire de l'usine, mais aussi de tout le village alentour. Soria, 240 maisons, 1500 habitants. Ici, l'école, la police sont gérés par l'État mexicain. Mais c'est la famille Martel qui décide de l'aménagement du bourg, sa propriété privée. Et surtout, c'est elle qui encaisse les loyers, payés à cette guérite. C'est pour novembre. Pour tout le mois? Oui. Alors 60 €. Voici le reçu. Christian estime la valeur du patrimoine familial à plus de 50 millions d'euros. Et il fourmille de projets. Un hôtel, un restaurant gastronomique. Le Benjamin de la famille Martel rêve même de faire pousser des vignobles sur la montagne d'en face. Comme pour rappeler son pays d'origine. C'est aussi dans un petit coin de France que les ancêtres maternels de Christian sont enterrés. Au cœur de Mexico, un cimetière aux airs de Père-Lachaise, qui répond au nom de Panthéon français. Christian et son frère Bernard déambulent parmi les tombes gravées de patronymes aux consonances hexagonales. Nous
aujourd'hui, nous sommes mexicains, nous sommes français, nous parlons espagnol, nous parlons français. Et puis voilà, il n'y a aucun problème. Je me sens aussi à l'aise ici dans les rues de Mexico que dans les rues de Paris ou dans les rues d'un petit village. Vous serez enterré ici? Écoutez, j'ai 48 ans, j'ai pas encore, comme je disais à mon frère, j'ai pas encore un permis. Oui, peut-être, je sais pas. Mais peut-être entre les deux. Pourquoi pas? Entre les deux, moitié-moitié. Des Barcelonettes très puissants au Mexique, qui ont aussi importé le concept des grands magasins, calqués sur les enseignes historiques des boulevards parisiens. La Stellas Parisina, les tissus parisiens. El Correo Francés, le courrier français. Les Barcelonettes sont toujours à la tête de Liverpool, 4e groupe mondial de grands magasins, 250 centres commerciaux, 100 000 employés, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Geneviève Suberville est héritière d'une des familles fondatrices de ces grands magasins. Nous sommes à la fameuse Esquina de Oro. Ce qui veut dire? Le coin doré, le carrefour. Le carrefour doré, c'est là où se trouvent 3 grands magasins Barcelonettes. Et c'est vraiment l'emblème des Barcelonettes au Mexique, au centre de la ville de Mexico. 150 ans après, les Barcelonettes fonctionnent toujours de manière clanique. Comme presque chaque semaine, Geneviève réunit sa famille. Son mari Marc, lui aussi Barcelonette, ses enfants, sa mère Annette. Tous les membres de la famille ont la double nationalité. Oui, mais on ne le voit jamais. Dans le verre et l'assiette, les papilles balancent entre Mexique et Provence. Qui a pris un pastis? Et qui a pris un tequila? Qui a pris tequila? Un tequila. Tequila. Salut. Salut. Tu sais qu'on ne coupe pas le nez au fromage, hein? Yo creo que la croûte la dejas. Pastis et brie à l'apéritif. On passe à table? Allez, on y va. Et en plat de résistance, une recette de grand-mère venue de loin. Tourte aux herbes et tourte aux pommes de terre. C'est une spécialité de Barcelonette, donc j'ai voulu le faire. On l'a cuisiné. Jovita et Eufemia qui ont cuisiné. La conversation, un exercice d'équilibriste entre deux langues. Un Français, Jean Meyer, qui a fait tout un livre sur la cristiada, et donc qui a parlé sur le Mexique. Y 33, y se l'aplicó Echeverría como de gobernación. Quelle est la langue officielle de ce dîner? Le fragnol. Ni français, ni espagnol. Vous échangez dans les deux langues? Oui, constamment. Avec tous, depuis toujours, on ne s'en rend pas compte. Mais à la maison, c'était strictement le français. Toi aussi, Marc, non? On se prenait des raclés si on parlait autre le français. Nous, on prenait des coups de règle sur les doigts si on parlait. Ah non, les coups de règle, non. Chez les Barcelonettes, un bon repas ne saurait se terminer sans un digestif bien de chez eux, le génépi. No, es porque es el licor de 96. Oui. Eso, ça picote. 96 degrés. Ouais. C'est pour pas que le sucre fonde. C'est du poison pour moi, mais c'est trop bon. Voilà. Eh ben. Allez. Et Geneviève ne se limite pas à son cercle familial quand il s'agit de resserrer les liens de la communauté. See you later, alligator. Au cœur d'un quartier cossu de Mexico, dans cette villa prêtée par Carlos, le roi du citron, Geneviève a fondé une association, Racines françaises au Mexique. Quel est le plat typique de Toulouse? Cassoulet. 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 Oui. Après, on va voir qu'est-ce que c'est que le cassoulet. Mais c'est délicieux, le cassoulet. OK? On y dispense des cours de langue aux petits Mexicains qui ont un aïeul français. C'est ce qu'on peut déguster, c'est la choucroute. Hein? Mon famille est from France. Oui. De Barcelonnette. De Barcelonnette. De Barcelonnette. Oui. Oui. Bonjour les enfants. Geneviève accueille les débutants. Qui est d'origine française? Ta grand-mère? Et toi? Mon papa parle français et je voudrais pouvoir parler avec lui. Et que mes frères ne puissent pas nous comprendre. Plus encore qu'une nouvelle langue,
Geneviève aide aussi à acquérir la nationalité française, comme pour retrouver les Barcelonettes égarées. Très bien, merci. Oui, c'est moi. Luis Enrique a 19 ans et sa sœur Andrea, 21. Ils ont fait 4 heures de bus pour rencontrer Geneviève, qui est aussi conseillère consulaire. Elle tient chaque semaine une permanence pour les descendants des Barcelonettes qui veulent être naturalisés. ¿No tienen un árbol genealógico? No. Ustedes me van a decir. Son descendientes De Filemón. Filemón. Luis Enrique et sa sœur ont apporté des actes de naissance, de mariage, des photos pour prouver leur filiation française. Leur nom de famille est un patronyme typique de Barcelonnette, Gassier. Deletrearlo, G-A-S-S-I-R. Oui, mais au Mexique, on nous appelle Garcia. Ah, ok. Et on doit corriger, non, c'est Gassier. Geneviève reconstitue la généalogie des deux jeunes. Ils ne pourront obtenir la nationalité française que si leurs aïeux ont régulièrement été enregistrés auprès du consulat. Il y a un article de loi où on peut perdre la nationalité par désuétude, c'est-à-dire si on n'a pas inscrit son enfant, et si l'autre fils n'a pas été inscrit, etc., on perd la nationalité française par désuétude. Pour moi, appartenir à la France serait un honneur. Moi, je suis étudiante en commerce international. Et donc, ce serait beaucoup plus facile pour moi avec un passeport européen pour importer des marchandises de là-bas, comme ma famille le faisait à l'époque. C'est le ministère de la Justice, à Paris, qui statuera dans leur cas. En 13 ans, 2000 Mexicains d'origine française Merci beaucoup et au revoir. ont acquis la double nationalité grâce à l'association de Geneviève. Au revoir. Mais au-delà de l'état civil, maintenir le lien avec la France n'est pas toujours évident quand on vit à 9500 km des Alpes. Lorsqu'il passe par Mexico entre deux avions, Carlos Couturier s'occupe de ses deux fils, dans sa grande villa remplie d'œuvres d'art. À 21 et 19 ans, les deux jeunes ont la double nationalité franco-mexicaine, même si l'un d'entre eux a encore des progrès à faire. Le plus jeune, c'est Pelayo, qui ne parle pas français encore. Il devait aller en France cet été et passer un an en France, à Bordeaux. Mais comme il est amoureux, il a décidé de rester au Mexique. Un français que non la française. C'est le comble. Es una pena. Es algo que hay que remediar. Eh? Son frère, en revanche, a étudié 6 mois à Bordeaux. C'est vrai que c'est un pays, c'est une culture que j'ai vraiment... comment est-ce qu'on peut dire, c'est vraiment familier pour moi, tu vois, c'est une chose très importante. Carlos vient en France au minimum 3 ou 4 fois par an, mais toutes ses affaires se concentrent sur le continent américain. Pasamos rápido, ahí está Paco, ¿quién está? Pasa de una vez y ya vemos eso. Au-delà des citrons, Couturier est devenu, grâce à Carlos, synonyme d'hôtel de luxe. En 20 ans, il en a ouvert 16, 13 au Mexique et 3 aux États-Unis. Le dernier dans ce palais du XVIIe siècle. Ici se mêlent vieilles pierres et luxe épuré. Avec une oasis suspendue, en pleine mégalopole. Donc là, on est dans une des plus belles terrasses, je pense, qu'il y a à Mexico. Aujourd'hui, on n'a pas la chance parce que ce n'est pas ensoleillé. Dans ces hôtels 4 étoiles, Carlos emploie 800 salariés. Yo prefiero esta, ¿eh? Esto, por ejemplo, ¿qué mezcla es? Hay que ver que se sienta natural. Ok. Et pour être embauché, avoir des racines tricolores peut être un atout. Lui, il est aussi d'origine française. Il est de Saint-Raphaël aussi. J'ai beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous, qui sont nés et qui viennent de cette région. Un businessman au profil international, mais dont le cœur chavire pourtant pour la France. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. La solidarité, c'est sans doute, au-delà de leur trajectoire chamarrée, ce qui unit les héritiers des montagnards français. Ce soir-là, Carlos réunit ses amis, tous descendants d'immigrés,
Au menu, poulpe en sauce, banane plantain tortilla, mais toujours accompagné de pain et de vin français. Vive cette histoire de travail et d'immigration. Et de joie. Sobre todo. Eso ya les dije que eso sí nos gusta mucho. Plus d'un siècle et demi après l'arrivée de leurs ancêtres, Carlos Couturier et les dizaines de milliers de Barcelonnettes qui en descendent n'ont pas fini d'écrire leur récit commun entre France et Mexique.